Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là si tôt ce matin. C'est la première rencontre de cette troisième journée nature nomadesque. Donc on a déjà passé donc une belle journée hier aussi avec de multitudes de rencontres littéraires, de photographes, de scénaristes, d'anthropologues. Et on a eu de chouettes rencontres. Et puis nous repartons donc aujourd'hui donc pour aussi donc encore une petite dizaine de rendez-vous, et donc ce premier donc au Café littéraire. Donc vous verrez qu'il y a également des rencontres donc à l'amphithéâtre. Juste à côté, donc vous avez la possibilité de prendre un café, de prendre un thé. Il y a le bistrot de Cédric qui vous accueille. On peut manger donc le midi donc des planches, charcuterie, fromage, que des produits locaux. Attention, moins de 200 km. Et il y a la librairie qui est également sur le palier et une exposition donc, où on part au Groenland avec Ferial. Voilà, donc vous pourrez donc, voir un petit peu tout ça. Donc là, donc, je vais laisser la parole donc, à Christelle, qui nous suit aussi pendant ce festival, avec 3 autres charmantes femmes également. Et donc je te laisse donc pour cette première rencontre, en bonne compagnie. Merci. Merci Benoît. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette rencontre intitulée Voyager en tant que femme. C'est ce que effectivement nous allons explorer avec nos 3 invités que je remercie d'être présentes. Bonjour à toutes les 3. Je suis en compagnie de Catherine Faye, de Marine Saint-Clément et de Mélusine Melander, dont nous allons évoquer les ouvrages et les voyages. Je vais vous les présenter en quelques mots. Donc, Catherine, vous êtes journaliste indépendante. Vous avez travaillé notamment pour Géo Magazine. Vous avez également fait des incursions du côté de l'écriture romanesque, avec 2 romans parus chez Fayard, La Trappe-Souci et L'Heure Blanche. À vos côtés, votre compagne de voyage, Marine Saint-Clément. Vous êtes journaliste au Figaro Voyage. Vous partagez avec Catherine un goût pour l'inconnu, la rencontre, la découverte. Et toutes 2, vous avez publié L'année des 2 dames aux éditions Paulsen, où vous êtes partie sur les traces de 2 exploratrices. On va en parler dans quelques instants. Et à côté de moi, Mélusine Melander. Bonjour, vous êtes exploratrice, sociogéographe. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, sociogéographe ? Je ne sais rien. Vous n'en savez rien. Moi non plus, c'est pas très grave. On va continuer. Vous êtes membre de la Société des explorateurs français et vous êtes une des rares femmes à mener des explorations à moto. Mais on verra que cela n'est pas sans impact sur les voyages que vous entreprenez. Vous êtes également réalisatrice de films documentaires et vous avez notamment monté le programme Les Voix de la Liberté, dont le but est de donner la parole aux femmes du monde entier sur cette notion de liberté. Alors, avant qu'on entre dans le vif de notre sujet, j'aimerais qu'on prenne la mesure de ce que vous avez réalisé les unes et les autres. Catherine et Marine, on a déjà évoqué votre voyage hier, mais on va quand même y revenir pour les personnes qui n'étaient pas présentes. Mélusine, tout d'abord, Les Voix de la Liberté, c'est un ouvrage qui présente en fait 3 voyages importants pour vous. Quels sont-ils ? Pouvez-vous nous les dessiner en quelques mots ? Oui, il parle de vraiment ma transformation. Donc le premier voyage où je vais partir... En fait, je pars seule à chaque fois, mais avec ma 125 de cœur, ma moto. Et je décide de faire un dernier voyage avec cette moto qui est vieille. Et en partant, je pars un petit peu pour moi, pour trouver ma propre liberté. Et ça va m'amener à repartir. Et en repartant, je vais aller en Iran. Et là, je vais avoir une sorte d'électrochoc entre ce qu'on m'avait dit avant de partir de l'Iran et ce que moi, je vais voir sur place. Et je vais commencer à me questionner justement sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire liberté, puisqu'au départ on me disait là-bas il n'y a pas de liberté et les femmes ne sont pas libres. Et la réalité était plus nuancée.
Et là, je décide de repartir à nouveau et en Afrique de l'Est pour justement poser ce questionnement en me disant, et en allant dans des pays qu'on connaît peu ou mal chez nous, et en y allant en tant que femme seule, pour poser cette question justement qui a toute sa légitimité autant là-bas qu'ici. D'accord. Donc trois voyages importants. Hein. Donc France, Vladivostok pour le premier, donc sur les routes persanes pour le deuxième, et dans l'Afrique des Grands Lacs, de l'Est et des Grands Lacs pour le troisième. Marine et Catherine, vous avez entrepris ensemble, parce que bien sûr, j'ai retracé brièvement vos parcours. On devine que le voyage est est partie prenante de votre vie à toutes les deux. Dans l'année des deux dames, vous parlez en particulier d'un voyage en Mauritanie sur les traces de deux autres femmes. Est-ce que vous pouvez nous resituer là aussi quel a été ce périple ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, nous sommes partis sur les traces de deux aventurières françaises, deux bretonnes, Odette Dupuy-Godot et Marion Sénon, qui, en 1934, ont quitté leur quotidien de journaliste à Paris pour traverser le Sahara à dos de chameau. Alors, on est tombé un peu par hasard sur leur histoire. On a découvert leurs parcours qui sont très singuliers, particulièrement pour l'époque, et on a eu envie de refaire le même périple dans les mêmes conditions qu'elles, donc à pied, à dos de chameau, et c'était sympa. Et vous en êtes revenu. Un voyage de 2 mois hein, qui avait lieu à quel moment ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ? On est parti en septembre-octobre 2019. Pour retracer 3 voyages, hein, puisqu'elles ont fait 3 voyages au cours de leur vie sur une vingtaine d'années à peu près. Alors à présent que le décor de vos pérégrinations aux unes et aux autres est planté, peut-être pourrait-on revenir à juste avant, puisque le thème de notre rencontre est voyager en tant que femme. Et est-ce que cela est entré en ligne de compte lorsque, dans votre entourage, soit professionnel, soit véritablement proche, vous exposez vos projets de départ ? Qu'est-ce qui, pour les unes et pour les autres, a pu être dit, pensé, encouragé ou découragé ? Qui encourage, qui décourage et pour quelles raisons ? Alors, dans mon cas, ce qui m'a découragée à l'époque, mais qui aujourd'hui ne me décourage plus, c'est la peur que les autres ont. Donc cette peur-là, la sécurité, ce pays, le carcan social et familial aussi. Et ensuite, une fois que je me suis libérée de tout ça, on peut me dire tout ce qu'on veut, je suis complètement libre de partir, je n'ai plus rien qui m'empêche de partir. Alors pour moi, ça n'a pas été le carcan familial parce que j'ai grandi dans une famille où on voyageait beaucoup. J'ai été emmenée un peu à droite à gauche par mes parents plus jeunes. Moi, dans mon cas, ce qui décourage, c'est plutôt, c'est pas une personne, c'est plutôt le fait d'avoir un travail à plein temps et ce qui demande un peu d'organisation quand même pour partir sur des voyages qui nécessitent au moins 1 mois, 2 mois. Donc ça demande un peu de négociation. Oui. Et ce qui encourage, l'entourage, moi, mon mari m'encourage beaucoup, je peux partir de moi, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est important aussi quand on vit avec quelqu'un que ça fasse partie, que ce soit signé dans le contrat, entre guillemets. Voilà, je ne m'arrêterai pas de voyager. Non. Mais parce que vous, il y a ce voyage dont on a parlé, hein, qui est un voyage singulier que vous entreprenez pour vous-même, mais on le devine, votre vie professionnelle aussi est vouée au voyage. Oui, on part régulièrement en reportage, l'une et l'autre, pour nos magazines, pour le Figaro et moi pour Géo notamment, et Afrique Magazine. Oui, mais moi je suis encouragée aussi par mon mari, mon fils. Ça fait partie de... ce serait anormal que ce soit le contraire. Et on a un peu tendance à l'oublier parfois. Nous, on nous pose souvent la question, est-ce que vos compagnons vous laissent partir ? Vous laissent partir. Vous laissent partir, ce qu'on ne nous a jamais posé en Mauritanie, hein, paradoxalement. Mais... C'est une question qu'on ne vous a jamais posée là-bas ? Jamais. Ça semblait normal que vous soyez là, libre de vos mouvements. C'est ça, la seule différence quand on part dans le cadre de nos jobs respectifs, c'est qu'on part sur des durées moins importantes. Ça excède rarement 15 jours, 3 semaines. Et on est en contact quand même avec la rédaction et nos proches, alors que là, pendant ces 2 mois, on a peut-être eu à 3 moments un accès à nos téléphones et pour pouvoir donner des nouvelles.
et dont une partie de 3 semaines sans aucun contact avec le monde extérieur. Donc ce qui change, c'est plutôt ça dans le rapport aux autres. C'est la durée et puis la possibilité d'être déconnecté, parce que effectivement avant votre méharré, on vous voit, c'est presque passé les derniers coups de fil. C'est une scène assez particulière du livre. Oui, et c'était important pour nous de le raconter parce que c'est souvent quelque chose qui est omis dans les récits de voyageurs, etc. Mais oui, se dire qu'on va pas avoir de nouvelles de nos proches pendant 3 semaines, bon bah oui, un petit coup de blues avant de partir, mais je crois que c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, on avait un coup de blues, mais ton compagnon qui est devenu ton mari, mon fils, au contraire, nous ont poussé. Allez-y, on est super heureux, on a envie que vous nous racontiez après. Donc, ça donne une impulsion. Sur cette question de l'encouragement ou du découragement, vous avez aussi des pages assez précises, Mélusine. Autant vous êtes dans un entourage familial qui semble vous pousser de l'avant, et je pense qu'il y a des particularités que vous partagez avec Catherine et Marine pour ce qui est de la famille, mais autant il y a quand même comme un espèce de bourdon. Tu vas te faire voler, tu vas te faire violer, ne pars pas, tu ne vas pas passer le périph', etc. Et ça, vous y consacrez du temps dans votre livre. Oui, parce que c'est réel, en fait. On est, autant, c'est vrai que ma famille, je dirais, les chiens font pas des chats, on a cette expression-là. Mes parents me connaissaient bien, ça ne les empêche pas d'avoir peur et d'être inquiets pour moi, et parce que, voilà, ils m'aiment. Mais ils ont été, je dirais, leur force, c'est de justement me pousser à partir. Ce qui est une grande force, en fait, d'aimer quelqu'un pour ce qu'il est entièrement et de le laisser libre. Mais je dirais que c'est plutôt la société, en fait, qui, je m'en suis plutôt rendu compte, parce que c'est vrai que je suis partie en me disant j'y vais. Et puis au bout d'un moment, on fait on est seul. Et on se rend compte de la charge, du poids que les gens vous ont transmis à leur propre peur. C'est vraiment le bagage, en fait, que les gens vous ont donné avant de partir, dont vous n'aviez pas pris conscience. Où là, vous dites, putain, je suis toute seule, merde. Au fait, je fais comment, là? Je vais dormir où je dors? Je vais dormir où? Comment je vais faire? Est-ce que... Et puis après, on souffle un coup, on passe ce passage, ce cap qui dit, en fait, ça va, les gens sont plutôt sympas, en vrai. Tout va bien aller. Après, on doit aussi faire attention, être vigilant. Mais le monde n'est pas peuplé de gens qui vous attendent à chaque buisson pour vous attaquer, pour prendre votre moto, vous violer. Et au contraire, c'est plutôt des gens aidants qu'on va rencontrer. Mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose qu'on vous charge, et vous rencontrez des gens qui sur place vont aussi vous dire « mais vous faites seul, mais pourquoi ?» vous n'avez pas peur, et à chaque fois, il faut un peu se battre contre ses propres peurs d'abord, et puis aussi celles des autres, en fait. Vous parlez de la loi du voisin infréquentable. Vous pouvez nous dire ce dont il s'agit ? C'est-à-dire que, par exemple, je vais aller au Kazakhstan, je quitte l'Ukraine. J'étais au Kazakhstan et j'allais en Russie. Et le douanier, un gars très sympa, commence à tourner autour de ma moto. C'est un gentleman, il n'ouvre pas mes caisses. Mais il commence à me demander, t'as pas de la drogue? Je connais personne qui dirait oui. Et je dis, non, d'ailleurs j'en ai pas. Et puis après il me dit, mais t'as pas une arme? Et je suis là, non. Puis il retourne, il soulève un truc, il fait, mais t'es sûr, t'as pas d'arme sur toi? Je dis, non. Et mais tu devrais. Parce que c'est hyper dangereux, la Russie. Il y a des voyous, il y a la mafia, il y a des loups. C'est hyper dangereux, tu ne devrais pas y aller tout seul. Et c'est ton mari qui te laisse partir seul, il est inconscient. Non, regarde, moi j'ai un pistolet, c'est ça qu'il te faut. Et ça va être un peu comme ça à chaque fois, parce que les gens vous veulent du bien et ils pensent toujours que l'autre est hyper dangereux. Et ça va se passer dans plein de pays comme ça, de cette manière. C'est ce que vous appelez la loi du voisin infréquentable. Voilà. Et puis ça, plus les injonctions, vous parlez aussi de votre paranoïa. Le début de votre voyage, c'est une succession de situations où en fait vous vous rendez compte que le plus grand danger, c'est peut-être vous-même, parce que justement, vous imaginez le pire tout de suite. Oui. Alors, c'est de la paranoïa ou de la vigilance? Parce que on est entre les deux quand même, mais il y a ce questionnement.
En fait, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement vulnérable, mais qui est aussi une force. En fait, je me suis aussi rendu compte que, en fait, je pars aussi. Enfin, faut vous expliquer le contexte. Hein, je pars avec ma 125. Je n'ai pas d'argent. Je pars parce que j'ai vraiment envie de partir. J'ai envie de ramener cette moto-là. Je pars avec rien. Donc j'ai vraiment une petite tente. Donc je peux pas aller à l'hôtel tous les soirs parce que je peux pas. J'ai pas les moyens. Donc il faut que je me trouve une solution. Et en même temps, j'ai pas envie de m'imposer chez les autres parce que je suis contre le fait d'aller toquer chez les gens en disant salut, tu savais pas quoi faire ce soir, mais tu vas m'inviter. Non, c'est pas ma philosophie. Et donc du coup, je suis complètement tiraillée entre ces deux volets. Donc je me retrouve quand même dans des terrains vagues, sous des ponts, parce que je dois trouver un endroit où dormir à un moment donné. Mais du coup, voilà, on est seul et on s'inquiète. Parce que en fait, vous commencez quand vous êtes seul à vous rappeler ce qu'on vous a dit avant de partir, et vous dites bah oui, c'est vrai, ça pourrait arriver. Pourquoi pas, peut-être. Et puis après, la nécessité fait loi. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous rassurer finalement, et parce que vous avez besoin des autres. Vous n'avez pas le choix quand on est seul. On doit aller vers l'autre. Et les autres viennent vers vous, quoi qu'il en soit, puisque de toute façon, vous avez besoin, en tout cas pour mon cas, d'essence, de foin pour les chameaux, peut-être, ou de l'eau, en tout cas. On doit aller vers l'autre. De toute façon, on est des animaux sociaux, on a besoin des autres. On ne peut pas rester seul. D'ailleurs, à quoi bon partir aussi loin pour ne rencontrer personne ? Et il faut trouver son chemin, donc on est amené à rencontrer l'autre et on a besoin des autres. Et cet autre, finalement, est assez accueillant quand on se laisse faire, et réciproquement. Même en dépit d'hébergements qu'on vous propose et qui se révèlent à double tranchant, parce qu'il y a aussi parfois c'est une réalité. On est des femmes, on est seules, enfin, on vient de Paris. Alors là, vous faites rêver, hein. Le Moulin Rouge, la liberté, l'aventure. Il y a des pépites dans les yeux. Hein, donc il faut casser en fait tout de suite le truc là qui se passe là, le fantasme qui commence à se dérouler et dire non, ça se passe pas comme ça. Parce que, et ça je l'ai appris au fur et à mesure du voyage, hein, donc je me suis un peu cassé les dents à expliquer dans la nuit, non, tu me touches pas le genou, non, oui, la vidéo, parce que les gens ils sont très explicites, hein, on trouve des moyens, on fait des gestes, on montre des vidéos, un homme est très capable de vous expliquer ce dont il a envie. Et nous, on est aussi, il faut insister parce qu'on dit non, et puis en fait le non n'est pas compris, ça veut dire peut-être que dans 1 heure elle aura changé d'avis, elle est française, peut-être qu'il faut y aller plus lentement, et donc à chaque fois il faut dire non, et puis j'ai un mari, et puis il vit dans la ville d'à côté, parce qu'il faut ramener à quelque chose de concret. Et ça c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure du voyage, hein. C'est pour ça les premières fois on fait oh là là. Voilà, il faut casser cette espèce d'imaginaire parce qu'on est dans d'autres pays où les cultures sont différentes, où une femme qui voyage seule envoie un autre signal. La manière de se comporter est complètement différente aussi, donc sans le faire exprès. La personne peut juste vous faire ça, mais alors lui, il connaît que être marié ou aller voir une prostituée. Il n'y a pas de petite amie, il n'y a pas d'amour. On est dans des déserts sentimentaux, mais terribles. La seule connaissance de la sexualité va se passer par Internet, donc la pornographie, donc blanche, quand même, qui vient souvent de chez nous. Donc forcément, je vous imagine le scénario. Une femme arrive en moto et dit « J'aimerais planter ma tente ». C'est comme dans le film. Hein. Donc là, il faut dire « Ah non, ça va s'arrêter là ». Et dans mon film à moi, on discute et ça va se passer tranquille. Je sais pas. Après... Alors justement, Catherine et Marine, vous avez voyagé à deux et accompagnés d'hommes dont c'était le métier, hein, de guide, d'interprète, enfin tout cela était très encadré. Pour autant, est-ce qu'il y a eu des moments où, au début de votre voyage, vous prenez une lanche, là, ce grand bateau, et puis vous parlez des regards des marins autour qui ne sont pas, qui commencent à devenir assez lourds.
Et en plus, vous avez du mal à monter et Mamine, votre guide ne vous aide pas parce qu'on ne touche pas une femme. Oui, alors le paradoxe, c'est que, en effet, on a commencé notre aventure par longer les côtes. Pour ceux qui ne situent pas très bien la Mauritanie, c'est entre le Maroc et le Sénégal. C'est un pays qui a 700 km de côtes. Et nous, les deux aventurières, on longé ces côtes en bateau. Donc, vous voulez faire pareil. On a embarqué sur un voilier, une lanche traditionnelle, un voilier mauritanien. Et en fait, les bords de ce voilier étaient très, très hauts. Donc, pour monter à l'intérieur, moi, je mesure 1m55. J'étais comme ça. Donc, à part avoir une force de traction que je n'ai pas, il fallait que quelqu'un m'aide. Et alors, c'était terrible parce que personne ne nous aidait parce qu'ils ne pouvaient pas nous toucher. Donc on s'en est sortis comme on a pu toutes les deux. Et voilà. Et le soir, je crois que c'est le soir même ou le lendemain, l'interprète qui ne voulait surtout pas nous toucher nous demande s'il peut dormir avec nous, partager la tente. Oui. Donc là, c'est pareil. Voilà. Donc c'est son métier, c'est une chose, mais ça n'empêche pas. Un petit recadrage en se disant qu'on allait passer les 3 prochaines semaines ensemble, enfin pour cette équipe-là, a été nécessaire. Et puis après, ça s'est bien passé. Mais en effet, il y a toujours des petits tests. Peut-être que ce nom-là veut dire un nom plus tard. Et en effet, on est deux blanches. Qu'est-ce qu'on vient faire là? On laisse nos maris. Donc peut-être que finalement, c'est pas si important que ça. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est d'adapter notre comportement, notre façon d'être. Moi, par exemple, je suis très tactile. Je vais prendre spontanément. Spontanément. Et alors ça, c'est une catastrophe. Parce qu'effectivement, c'est un signe, c'est une invitation. Donc, apprendre à ne pas faire ces gestes-là. Et on a eu à plusieurs reprises, même à la fin du voyage, quand on a rencontré certaines personnes, il y avait une sympathie, des personnes qui parlaient la même langue que nous. Alors, tout d'un coup, on se dit, tiens, c'est pas parce qu'on n'est pas de la même nationalité que... Non. On se découvre une proximité. Et cet homme-là, il pense que dès l'instant, on lui a dit « Ah, bonjour !» Ça y est, c'est « Je t'accueille ». Non. Et cela a été pesant pendant le voyage ou épisodique? Non, alors pour nous, c'était très épisodique parce qu'on traversait... Alors déjà, nous, on arrivait en disant « On ne s'est pas douché depuis 3 semaines, donc on a un peu moins envie d'y aller. » Mais non, c'était épisodique. On était dans des villages de nomades. Non, pour ce voyage-là, alors on a rencontré d'autres problèmes dans d'autres voyages. Mais pour le coup, pour la Mauritanie, on a vraiment été très confiante et pas du tout embêtée par d'éventuels... Oui, et puis notre interprète et nos chameliers ont été vraiment d'un respect. Pourtant, on avait une grande intimité. On a vécu ensemble, tout à côté, tout ce qu'on a à faire dans une journée. Et c'était incroyable. C'était comme... c'est comme si on n'avait pas de sexe, en fait. On était des êtres humains, ensemble. Ça, c'est important ce que vous dites, là, cette proximité qui peut se nouer en dépit du fait d'être homme-femme, et dans une acceptation, je ne sais pas comment dire, mais vous êtes des voyageuses et des voyageurs avant tout, en fait. Ça, je pense que c'est particulièrement lié au désert, au contexte. Là où on a eu des rares soucis, c'était toujours dans des villes, ou en tout cas dans des espaces plus familiers. Quand on part en méharé avec les chameaux en autonomie pendant 3 semaines, on avance vraiment en équipe. C'est-à-dire, si un de nous a un problème, c'est l'aventure qui s'arrête pour tout le monde. Donc, vaut mieux pas qu'il y ait de problème. Et je pense que ça, tout le monde le comprend très bien. Et donc, tout le monde fait en sorte que ça se passe le mieux possible. Vous parliez de l'intimité. Vous avez alors une autre loi, Mélusine, vous avez beaucoup de lois dans votre livre. La loi du pipi jamais tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'aimerais savoir si ça vous concerne aussi. Oui. Non, mais c'est des choses très concrètes, mais il faut aussi pouvoir en parler. Oui, parce qu'il faut faire pipi. Voilà, ça c'est une vraie réalité. Comme on a nos règles, ça fait partie des réalités du voyage. En tout cas, pipi, ça concerne tout le monde. Et c'est vrai que ça m'est souvent arrivé. On se dit, waouh, c'est génial, je suis seule. Et au moment où on se baisse, ou au moment où on se redresse, on se dit, merde, salut, ok. Bon, voilà, enchantée, voilà ma moto. Et ça c'est souvent comme ça. Du coup, je me suis dit
que si jamais j'avais un petit souci, un problème en chemin de moto, eh ben, je ferais pipi. Comme ça, peut-être quelqu'un viendrait m'aider à relever la moto ou changer un pneu. Du coup, ça peut être utile. Justement, au sujet de cette moto, alors non, juste la loi du pipi jamais tranquille, ça vous a concerné aussi dans le désert ou Alors, nous, on ailleurs est équipés. Alors voilà, voilà, exactement. Nous, on a des petits équipements, des petits accordéons, des petits pistes debout. Et donc ça, c'était pour la partie un peu ville, ou en tout cas quand il y avait des chemins. Et nous, dans le désert, non. Alors on partait toutes les deux derrière une dune, et puis on faisait pipi en se racontant nos vies, et voilà. En revanche, il fallait qu'avant, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de traces de serpents. C'était plutôt ça. Nous, le il fallait qu'on prédateur, fasse c'était la attention. vipère Voilà, des sables. Voilà. C'était pas le russe. Même si vous étiez équipé, vous parlez d'un forgeron qui vous a équipé d'un petit outil contre les... Alors, c'est pas les serpents, c'est les scorpions. Les épines. Contre Non. les épines. Les épines d'acacia sous lesquelles on se mettait pendant la journée pour trouver un peu d'ombre aux heures où il est impossible d'avancer. Et c'est vrai que c'est plein d'épines et que, notamment Marine... J'ai la moitié du pied qui a nécrosé. Je suis rentrée à Paris parce que je me disais, oh, c'est pas très grave. Et puis tout le monde me disait, mais non, c'est rien, tu fais ta chouineuse, etc. Alors que j'avais vraiment mal. Je suis rentrée à Paris dans la pharmacie de quartier. Elle m'a dit, mais vous êtes complètement malade, ça nécrose, il faut soigner ça très vite. Machin. Vous avez gardé votre pied quand même? J'ai pas amputé, j'ai mes 5 orteils. D'accord. Bon, très bien. Parce que la question d'être malade en voyage, c'est aussi une vraie question. Est-ce qu'elle se pose, selon vous, différemment, selon qu'on est homme ou femme? Ou est-ce que, non, voilà, c'est une question qui concerne tout voyageur à part égale? Alors, ce qu'il faut dire aussi, pour moi, donc, je pense qu'être femme, c'est aussi un atout dans plein de situations. Et en l'occurrence, quand on est malade, je pense que c'est plus facile de trouver des médicaments, d'aller faire chercher des choses à des gens quand on est une femme. Par contre, moi, je conseillerais de prendre ses tampons avec soi parce que c'est toujours très... Ou alors, c'est un challenge d'expliquer ce qu'on veut à quelqu'un, lui dire, voilà, c'est cet objet, et de voir les têtes se décomposer, genre, qu'est-ce de quoi elle me parle parce que ça, c'est un peu chiant. Oui, il faut être prête, quoi. Il faut être un peu équipé au départ. Et puis bon, c'est vrai, moi, je sais que pour moi, ce serait vraiment... J'ai pas envie d'être malade en voyage dans des contrées éloignées, etc. Donc c'est pas une obsession, mais je prépare ça. Donc j'ai mon petit matériel, encore une fois. Tout est très organisé dans le sac à dos. Et je fais extrêmement attention. Marine était plus fantasque, mais non, j'ai pas. C'est être vigilant parce que c'est vrai de se retrouver en plein désert, complètement à la déglingue totale, c'est pas très sympa. Mais moi, je crois que le mental, et là, du coup, ça touche hommes et femmes, il n'y a pas de distinction, fait énormément quand on part aussi loin. Le corps sait qu'on n'a pas le choix. Il faut avancer, et après, quand on rentre, on est raplapla. Mais pendant l'expé, il y a quelque chose dans la tête qui dit il faut tenir, il faut arriver au bout, quoi qu'il en soit. On n'a pas le droit d'être malade. Non. Et je trouve que c'est souvent le cas, en fait. On n'est pas malade, mais je pense que ça vient de nous, de tenir, serrer les dents inconsciemment. Vous l'êtes quand même en Ouzbékistan, je crois. Oui, ça n'empêche pas... Voilà, je cafte. On n'est pas immunisé contre la maladie non plus. Et en plus, j'ai un coup de chaud, ce qui n'est pas... mais quand même, je crois vraiment au mental là-dessus. Vous êtes d'accord sur ce point-là? Absolument. Vous êtes interdit, vous aussi, de tomber malade? Justement, vous parliez de votre pied qui... Oui, alors moi, j'avais une psychose un peu sur l'appendicite. C'est-à-dire que faire comme les navigateurs et se faire opérer avant de partir. C'est-à-dire que quand on était dans le désert, en partant pour ces 3 semaines, au milieu où on savait qu'on était à peu près à 7-8 jours de chameau de la première personne qui pourrait nous aider éventuellement, je me dis, mais là, si on a l'appendicite, comment on fait, quoi? Alors le truc, je sais pas pourquoi l'appendicite, j'ai jamais eu peur d'avoir l'appendicite de ma vie, mais c'était un peu l'obsession tous les soirs. Je me disais, merde, l'appendicite. Et puis il y a des remèdes un petit peu magiques, ou à base de plantes, etc. Moi, j'avais tout prévu, excepté d'avoir une bronchite dans le désert. Je veux dire, de me mettre à tousser. Mais en fait, la poussière, le sable, j'ai eu une bronchite. Je m'étouffais, je toussais comme une malade. Et en fait, l'un des chameliers m'a préparé une espèce de potion assez immonde, mais que j'ai bu.
Et je ne sais pas si c'est le mental, mais le lendemain, c'était terminé. Et voilà, il fallait que ça s'arrête là. Vous ne pouviez pas vous permettre de continuer. Alors, il y a le corps qui est votre machine humaine. Pour vous, Mélusine, il y a aussi la moto. Et j'aimerais vous entendre sur ce que cela fait. Ça vous donne votre liberté, effectivement. Et puis, c'est aussi votre projet à travers vos documentaires et puis à travers ce livre. Mais c'est aussi un outil de vulnérabilité, en quelque sorte. Elle est à double tranchant. Enfin, ce qui vous permet d'aller loin doit assurer jusqu'au bout. Elle est les deux. Elle est les deux parce que, oui, de vulnérabilité parce que, en fait, n'importe qui peut arriver près de moi et donner un coup de pied dans la moto et je suis par terre. Mais, et puis, voilà, je suis relativement visible grâce à la moto, mais elle est aussi une protection parce qu'elle va... parce que ça fait tout de suite sérieux d'arriver avec une grosse moto et un casque et que les gens s'attendent déjà pas à ce que ce soit une femme. Donc il faut déjà, quand j'enlève mon casque, que les gens réalisent que je suis une femme. Souvent, ils pensent que c'est un homme. Ou ensuite, quand ils voient que c'est une femme, ils s'attendent à ce qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Et là, il faut expliquer que non, il n'y a pas de copain. Je suis seule, voilà. Et ensuite, elle va... et pour moi, je trouve que ça va éliminer en tout cas une partie des tocards, enfin, je veux dire tocards, qui n'ont pas peur, en fait, parce que ça... Il y a quand même quelque chose chez le... On va parler des prédateurs, mais c'est des lâches. Et la moto va créer une distance, elle est impressionnante, et du coup, on se dit, ah tiens, quand même, elle a un peu de force, cette femme, pour être arrivée d'aussi loin avec une aussi grosse machine. Et en plus, je vais dans des endroits où personne ne va, donc il y a une surprise, et puis... on vous prend tel que vous êtes, entre guillemets, et on se dit, tiens, moi, j'ai plus de sexe. Je deviens une entité mobile de France, un ovni. Et donc, je trouve que ça m'a protégée, en fait, dans beaucoup de circonstances où, justement, et ça crée un lien, voilà, où je vais, où tu vas. Et je la remercie pour ça. Ça crée un lien aussi avec d'autres motards que vous pouvez croiser et une solidarité qui est celle des motards sur la route, notamment en Russie. Oui, c'est... Peut-être nous dire ce que vous donne Igor en Russie. C'est Igor, je crois, son nom. Igor, oui. Igor va me donner c'est un Russe qui voyage dans l'URSS de son enfance. Il va me donner une liste de tous les motards, en fait, de l'URSS, de son URSS, puisque c'est pas du tout, c'est plutôt les pays en ce temps. Mais je crois que surtout la plus belle rencontre que j'ai faite, c'est en Russie, où je vais rencontrer d'autres motards, parce que lors de mon premier voyage, la moto est vraiment à bout de souffle à la fin, et je cherche des bougies, ce qui permet l'allumage de la moto, et elles fondent, et tous les 50 km, en fait, je suis obligée de m'arrêter, de les gratter, de les remettre, et il me reste encore 2000 km à faire, donc c'est long, tous les 50 km, de s'arrêter. Et je vais rencontrer des motards, ils vont prendre leurs propres bougies de moto pour me les donner, et pour que je finisse mon voyage. Donc oui, il y a eu beaucoup de solidarité et d'aide de la part de cette communauté. Vous, Catherine, Marine, vous n'avez pas voyagé seule complètement Dans le cadre de nos reportages, souvent on voyage seul. Oui. Et quel moyen de locomotion quand vous vous déplacez seul, est-ce que vous avez pu traverser des contrées comme ça, je sais pas, soit en voiture, soit en moto, l'une ou l'autre? Moi seule, j'ai pas vécu ce que vit Mélusine. Enfin, ce qu'a vécu Mélusine, j'ai pas traversé un pays à moto ou à pied toute seule. Tout est préparé pour un reportage. On a des gens qui nous attendent, on peut avoir un fixeur sur place, un guide interprète qui va vous amener en 4x4 ou en voiture à un endroit. Donc, on n'est jamais seul. Enfin, je me suis jamais. Enfin, il y a des moments où on est seul, mais pas cette solitude-là et cette épreuve-là, à certains moments, d'affronter des difficultés seul ou d'avoir peut-être peur d'une situation, même s'il arrive que parfois on est quelqu'un qui puisse être un peu agressif. Mais ça, c'est des choses de la vie. Enfin, en France, c'est pareil. Et en tant que femme, vous disiez tout à l'heure, Marine, que c'était peut-être plus facile d'avoir des médicaments, mais en tant que femme, c'est peut-être aussi plus facile de rencontrer l'autre. Est-ce que cela facilite ou est-ce que, au contraire, cela retient
J'ai eu le sentiment qu'il y avait les deux, en fait, dans vos ouvrages, aux unes et à l'autre. Est-ce que ça facilite les rencontres, tout simplement ? Alors oui, ça facilite les rencontres, ça facilite les bonnes et les mauvaises rencontres, mais en effet... Alors on a parlé des mauvaises, effectivement. Ça facilite les rencontres, selon les pays, évidemment c'est très différent, la manière dont les gens se présentent à vous sont différentes. Dans certains pays, les femmes sont plus ou moins avenantes aussi. Je trouve ça curieux parce qu'un homme, je vois pas la différence en fait entre une femme et un homme en voyage. Non, je sais pas, non. Mais si. En fait, moi, je trouve que c'est une opportunité géniale d'être une femme. Vous allez dans des endroits où aucun homme ne peut aller. Oui, mais les hommes vont dans des endroits où les femmes, nous, on va pas nous amener. Oui, là où on va picoler et on va aller... Et des endroits interlopes, et puis... Vous avez droit aux deux endroits. Moi, en tant que femme seule, j'étais homme d'honneur, je pouvais être dans le salon avec des hommes et discuter. Pour être avec les femmes... Et je peux aussi aller dans la cuisine. J'ai le choix. Oui, c'est vrai, pour être avec les femmes. Et par contre, dès que je suis avec un homme, alors là, oui, vous disparaissez. Voilà, on m'adressait plus la parole, mais par respect. En plus, c'est toujours de manière, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut. On va pas vous parler à vous. Mais quand vous êtes seul, qu'il n'y a pas le choix, oui, il n'y a que moi. Hein. Et là, moi, je trouve que c'est une chance, en fait. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, comme une vraie opportunité d'avoir accès à un monde qu'un homme prendra beaucoup plus de temps. Pour être avec les femmes. Pour être avec des femmes, discuter, prendre le temps. Et on a aussi cette vulnérabilité qu'on nous accroche et qui va faire que, plus spontanément, on va venir vers vous pour vous dire « Attendez, vous êtes seul, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Est-ce qu'on peut vous aider ? Comment ça se fait que vous soyez toute seule au milieu des rues de Colombie à minuit ? Oui, voilà, je cherche des sous, mais c'est hyper dangereux, vous êtes folle. Bon, on vous amène là. Bon, d'accord, merci. » Voilà, se passent ces petites histoires qui va arriver aussi à des voyageurs, mais beaucoup plus fréquemment à des femmes voyageuses, surtout seules. Non, là où c'est une vraie aubaine, moi j'ai pas mal voyagé en stop. Et alors là, j'ai jamais attendu plus de 20 minutes au bord d'une route. Donc voilà. C'est vrai. L'idée de mettre à l'abri peut aider. Et est-ce que vos voyages qui justement vous permettent, vous avez toutes raconté des histoires de rencontres avec d'autres femmes, il y a des moments très singuliers et qui vous permettent peut-être de réviser des idées reçues, des jugements, des a priori. Et ça, c'est aussi une très belle partie de vos ouvrages, puisque justement, vous pouvez rencontrer les femmes. Alors, nous, de casser des préjugés qu'on a, oui, mais aussi les autres. Enfin, moi, j'ai vécu en Turquie, par exemple. Donc, j'ai pas mal voyagé dans le pays, notamment sur la côte de la mer Noire, vers Trabzon, qui sont des régions très conservatrices, et où, en fait, c'est pas une déviance, mais quand les femmes voient arriver une nana toute seule, que tous leurs maris regardent, évidemment, parce qu'elle est un peu bizarre, elles ne sont pas forcément très sympathiques à votre égard. Et en fait, c'est juste parce que pour elles, on leur a dit que l'occidentale blanche, c'était la fille ouverte qui allait être super facile et donc sur lesquelles tous les hommes du village allaient se jeter, pour parler un peu trivialement. Et c'est aussi de dire, ah non, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, moi, je voyage pour rencontrer des gens, découvrir du pays, mais je ne cherche pas à me taper la moitié de la Turquie, en fait. Voilà. Pour le dire simplement. Donc du coup, on casse nos propres préjugés ou ceux qu'on nous a inculqués, etc., mais aussi ceux de la population en face, je trouve. Et c'est un apprentissage mutuel. Oui. Vous le vivez aussi, Mélusine, en Ukraine, où un certain Sergueï s'intéresse d'un peu trop près à vous en tant que motarde, parce que ça réveille un rêve et peut-être qu'il peut prendre... il peut peut-être quitter sa femme pour vous. Alors, pas forcément pour moi, mais en tout cas pour partir. Et ça lui fait peur, parce que je crois qu'il y a aussi ça, en fait, ces femmes... leur situation est extrêmement précaire. Elles ne peuvent survivre que parce qu'il y a un homme, un mari, une famille, un père. Et donc, si vous leur enlevez, tout d'un coup, en fait, leur équilibre est bouleversé.
Et ça fait peur, en fait, cette femme qui arrive de nulle part, où on leur a dit, mais les femmes occidentales, elles sont très ouvertes. Oui, voilà. Et puis, tout d'un coup, elles perdent leur pouvoir, en fait, sur leur mari, qui tout d'un coup s'intéresse à quelqu'un. Donc, c'est l'enjeu de la survie de leurs enfants. Donc, forcément, vous leur faites peur. Et il faut casser, rassurer, dire bah non, t'inquiète pas, moi je reste dans ma chambre et ton mari ne m'intéresse pas du tout. Et aussi apprendre à pas rester, à dire voilà, ça suffit, on doit laisser pas trop déranger en fait cet équilibre-là. Et dire qui tu es, qui on est. Oui. Dire que tu es marié. Moi je sais que j'ai toujours une photo que je vais montrer. Voilà, c'est mon fils, c'est mon mari, c'est ma famille. Et là, tout d'un coup, on devient nous aussi une famille ailleurs, et c'est extrêmement rassurant. Ouais. Mais dans leur même schéma de pensée, en fait, on devient comme eux. Et on n'est pas des gourgandines assoiffées d'hommes. Voilà, on est des personnes normales. Et c'est vrai que l'apprentissage se fait dans les deux sens. Ces voyages sont aussi pour vous l'occasion d'aller au-delà des idées reçues. Vous nous parliez hier, Catherine et Marine, on avait déjà eu une première discussion sur votre livre où vous évoquiez cette fête débridée, cette fête de divorce où vous avez dansé en Mauritanie, où on a un usage du voile très, très, très sensuel. De façon beaucoup plus prosaïque aussi, c'est découvrir des solidarités. Moi, j'ai été très touchée par une coopérative de couturières qu'on voit dans votre livre. Voilà, alors la Mauritanie, vous n'en aviez peut-être pas une idée très précise et peut-être pas de la place des femmes dans ce pays, mais vous arrivez, vous découvrez des femmes qui se sont auto-organisées, qui sont très maîtresses d'elles-mêmes et de leur destin. Vous avez croisé comme ça plusieurs femmes qui battent peut-être en brèche les idées reçues. C'est ça qui est extraordinaire du voyage et de l'aventure, c'est d'aller à la rencontre des gens, de les rencontrer pour de vrai, pas ce qu'on nous raconte dans la presse, dans les films, dans certains même documentaires où il y a une sorte d'angle très rétréci sur des pratiques, une société, etc. Et de découvrir que oui, même en Mauritanie, même dans un village au milieu du désert, il y a des femmes qui se sont organisées en coopérative, qui gagnent de l'argent pour elles, pour pouvoir le dépenser et être indépendantes de leur mari. Ça, oui, ce sont des rencontres incroyables. Oui, et puis je crois que les sociétés musulmanes centralisent quand même un grand nombre d'idées reçues qu'on peut avoir autour des femmes, en tout cas. Nous, on en parlait hier rapidement, mais nous, on se plaît à raconter aussi les questions qu'on nous a posées en Mauritanie et les questions qu'on nous pose ici, en France, lors de salons ou d'événements. Parce que donc, d'une part, il y a le fantasme de la motarde, mais le fantasme des deux nanas, il existe aussi. Voilà. Donc en Mauritanie, alors les 3 premières semaines de notre voyage, en fait, l'équipe d'interprètes avec qui on était pensait qu'on était un couple de femmes. Il faut quand même rappeler que les 2 femmes des traces sur lesquelles on est parti étaient un couple. Donc ils pensaient qu'on était ensemble. Et à la première auberge, quand on arrive, alors ils nous disent on vous a pris une chambre avec un lit double. Puis alors nous on les regarde, il n'y avait pas une chambre avec 2 lits, ce serait peut-être un peu plus confortable, etc. Et on voit qu'ils comprennent pas en fait. On était là, ah non, mais on n'est pas du tout un couple. Et puis ils nous disaient, ils étaient étonnés, mais au final, peu importe. Ils vous rassuraient même, ah non, mais ça ne pose pas de problème. Ouais, et puis c'est même nous, on disait non, mais on sait que ça pose pas de problème, mais pas du tout. Et oui, de toute façon, c'est pas la question, on s'en fiche. Donc eux, vraiment, ils s'en fichaient. Et c'était pas juste de le dire, c'était vraiment dans les actes. Ici, la première question qu'on nous pose à tous les coups, c'est de savoir si nous sommes un couple à la ville. Les libraires nous ont posé cette question parfois, les journalistes, la première chose qu'ils veulent savoir, et on est journalistes. Ah oui, ils adorent. Voilà, ils adoreraient. C'est si on est un couple. Alors, vous êtes décevante, en fait. C'est ça. Alors parfois, on joue un peu le jeu quand même. On dit, ça c'est notre vie privée. Donc, voilà. Et en plus, ça les perturbe un peu. Ils se disent, en plus, quand même, il y a cet écart d'âge, quand même. Ce couple est bizarre. Cette jeune, qu'est-ce qu'elle fait avec elle? Et elle, quand même, c'est un peu dégueulasse. Mais alors, on les laisse un petit peu rêver sur le truc. Mais bon...
Quand même. Mais du coup, quand on nous parle en Mauritanie, les rapports aux femmes qui sont pas libres, etc., le moment où on a le plus posé de questions de est-ce que vos maris vous laissent partir, est-ce que vous êtes un couple, et même le sujet de cette conférence, voyager quand on est une femme. Moi, j'ai hâte du moment où on fera des conférences voyager quand on est un homme. Voilà, ce qui n'a jamais existé en Mauritanie. Les idées reçues, vous les déconstruisez vous aussi, Mélusine, lorsque vous arrivez en Iran, avec 2 épisodes dont j'aimerais que vous nous parliez. Tout d'abord, les cafards de la liberté, nous dire ce dont il s'agit et ce qu'il s'est passé sur cette route d'Iran. Et puis, et ce moment où vous-même, vous souhaitez porter le tchador. Oui, c'est 2 Parce que vous êtes parti vraiment en Iran. C'est autant, le premier voyage, il s'agissait d'aller à Vladivostok, de mettre votre moto sur une barge pour qu'elle puisse retourner au Japon, puisqu'elle était de marque Honda. Donc voilà, donc vous avez traversé et c'était une route. Le deuxième voyage, c'est vraiment une destination vers un pays bien précis que vous souhaitiez explorer, justement par rapport à la place qui est faite, qui est réservée aux femmes. Oui, j'ai une curiosité envers ce pays et ça va être complètement fou. Moi, je vais tomber amoureuse de l'Iran et des gens qui y vivent. Et ça va se passer par plusieurs étapes, et notamment une fois où on va parler de où je roule à moto. Et là, parce que là-bas, les discothèques n'existent pas, en fait. Là, il y a l'espace privé et l'espace public. Et donc, du coup... En gros, les jeunes, quand ils se rencontrent, souvent, c'est un peu dans leur voiture, ils mettent la musique à fond, ils dansent dans leur voiture, et c'est un petit peu, ils s'envoient des messages par Facebook. Voilà, c'est une autre manière de se rencontrer, et du coup, la voiture est une prolongation de leur espace de liberté. Du coup, ça en crée des chauffeurs chauffards, parce qu'ils conduisent comme ils pensent. Et ces 3 femmes me voient en train de rouler en moto et elles sont hyper excitées parce que ça n'existe pas. Les femmes là-bas ne peuvent pas passer de permis moto. Donc très peu de femmes conduisent ou elles conduisent sur des chemins. Elles m'ordonnent de m'arrêter, elles se mettent à danser autour de la moto et c'est interdit. Elles dansent en public. Ça va être une scène complètement folle et puis tout d'un coup, les gens à l'extérieur vont les rappeler à l'ordre avec un sifflement de klaxon en disant « les filles là... vous déconnez quoi, ça suffit ». Mais elles m'ont offert un énorme cadeau, rien qu'en étant là et en dansant. Et on sent que ça palpite en fait, c'est une cocotte minute l'Iran. Et en partant, elles vont me donner ce cafard en me disant voilà, on fait partie du mouvement de la liberté, on nous écrase toujours, mais on revient toujours, comme les cafards. Et je dirais... Oui, non, je voulais vous parler d'un deuxième épisode, on va y revenir, mais voilà, c'est un épisode très fort de votre livre. Et est-ce que, avant de parler de l'épisode du Tchador, est-ce que, à certains moments, vous avez eu l'impression que votre propre liberté pouvait mettre en danger d'autres personnes, en l'occurrence là ces femmes qui vont danser et qu'on est obligé de rappeler à l'ordre, et ça c'est une question aussi que je vais vous poser. Est-ce que voilà, la liberté que l'on affiche, qui peut être tentante, peut être aussi dangereuse pour la personne que l'on rencontre? Parce que là c'est un peu ce qui s'est passé pour ces jeunes femmes. Oui, on est de mauvaise influence à certains moments, mais on est aussi une sorte d'espoir. Moi, je dis souvent que je pense que... Alors, c'est à proportion gardée, mais pour certaines personnes, quand elles me voient avec la moto, c'est comme quand moi, je vois Claudie Aigneret qui va dans l'espace. Je ne veux pas faire la même chose, mais je me dis, c'est quand même cool. Une femme fait ça, c'est chouette. Et voilà, je me dis plutôt ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres après. Donc, il y a cette forme, voilà, d'échange. Valeur d'exemple, aussi porteuse de risque soit-elle. Pour qui elle peut être facteur de risque. On va dans des pays où, concrètement, c'est beaucoup plus compliqué de faire certaines choses. Et on a la chance de rencontrer des femmes ou des hommes qui font des choses que même chez nous, certaines personnes n'osent pas faire. Je vais rencontrer une femme en Indonésie qui a écrit tout un livre sur l'orgasme féminin. Je vais rencontrer une femme
au Pakistan qui, elle, avec ses copines, elles vont boire des cafés en terrasse. Ça ne se fait pas. Une femme au Népal qui fait du hard metal avec un groupe de femmes. Donc on tombe sur des profils qui sont extraordinaires et qui vous montrent que bah oui, même dans des contextes aussi compliqués que ça, on peut faire des choses. C'est hyper galvanisant. Et puis ça fait une inspiration, on en parle, ça fait boule de neige et ainsi de suite. C'est chouette, ça doit marcher comme ça. Moi je me dis tiens, pourquoi pas la Mauritanie? Bah oui. Bah ouais, pourquoi pas, tiens. Allez, on se dit pourquoi pas l'Iran? Hey, Voilà. Et vous? et vous Hein? Et oui. Alors, et vous, ça va être effectivement la question que je vais vous poser. Juste avant, parce que j'ai parlé du tchador, et quand même, il faut en parler. Je pense que c'est important dans la déconstruction des idées, justement, même si voilà, ça n'a pas vocation à prôner, bien sûr, cet usage, mais dans ce contexte-là... Alors, je vais dire que je commence en disant ça. Je pense que chacun doit pouvoir s'habiller comme il entend. Voilà, chacun a ses propres choix et chacun doit pouvoir faire ses propres choix de vie. Voilà. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec certains choix des uns et des autres. Ce que moi j'ai voulu expérimenter en Iran, c'était justement pour l'occasion d'aller dans un endroit très saint, enfin un endroit très religieux qui s'appelle le Holy Shrine à Mashhad. Il fallait s'habiller d'une certaine manière et donc du coup pour cette occasion, je me suis fait faire un tchador qui signifie tente en farsi. Donc c'est vraiment cette espèce de cape noire et qui est assez austère, hein, ça c'est vrai. Et du coup, c'était une expérience qui a été aussi très intéressante puisque déjà, on se pose la question, moi je suis costumière, donc ça m'a interrogée. Pourquoi est-ce qu'on met un vêtement? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Ça, on le vit dans notre quotidien à nous, même chez nous. La manière dont on s'habille, on montre des choses de nous-mêmes, on cache des choses de nous-mêmes. On réagit à une mode, on réagit à plein de choses. Les vêtements, c'est très intéressant. Ça parle beaucoup. Donc, je vais dans cette boutique et là, waouh, il n'y a que des rouleaux de noir, de noir, de noir, de noir, de noir. Et puis, en fait, en passant du temps, on s'aperçoit qu'il y a des transparences, il y a des matières, il y a des couleurs. Et bon, je suis paumée. Le vendeur m'aide en me disant « ça, c'est très, très bien ». Ok, très, très bien. Je vais ensuite aller voir une dame derrière, une couturière, qui va prendre mes mesures. Voilà, ça s'accroche par derrière, il y a un élastique, il faut mettre ses mains. Je reviens 2 heures plus tard, elle m'habille. Et là, elle me regarde. Oh, mais que t'es belle! Waouh! J'avais l'impression d'être dans une robe de mariée. Et je sors, et le vendeur est là. Oh, maman, vous n'allez pas l'enlever, j'espère. Que vous êtes magnifique, que vous êtes trop, trop belle. Alors, je suis un peu surprise, je me sens très, très déguisée aussi, hein, parce que je me sens un peu une imposteur. Enfin, c'est l'imposteur quand même. Je suis pas du tout. Mais je vais quand même sortir puisque j'ai envie d'aller visiter. Et là, tout d'un coup, en Iran, il y a quelque chose de très fort. Quand on est un étranger, vous êtes l'étrangère. Tout le temps, les gens vous arrêtent, vous êtes une star. Si vous voulez envie d'être une rockstar, il faut aller en Iran. Tout d'un coup, les gens vous prennent en photo. Et là, tout d'un coup, je vais m'invisibiliser. Et ça va être un paradoxe, en fait. Parce que cette invisibilisation, elle va me permettre d'être beaucoup plus libre, curieusement. Parce que je vais pouvoir aller dans des endroits beaucoup plus facilement. On ne me voit plus. Personne ne me pose de questions. Ça va être très perturbant. Mais je vais aussi mieux comprendre certaines femmes que j'ai rencontrées auparavant qui étaient comme ça, mais qui sont aussi qui étaient des hackeuses, qui allaient sur Internet, mettaient des proxys, mais qui en public étaient beaucoup plus invisibles parce que ça leur permettait de circuler plus facilement. Mais en dessous, quand elles enlèvent, elles ont des cheveux bleus, elles ont des mini-jupes, elles ont une double vie. Et d'autres qui sont avec des choucroutes montées, désoxydées, elles sont blondes, elles se sont fait refaire le nez, elles sont maquillées, elles vont être moulantes, et on a l'impression qu'elles peuvent avoir une forme de liberté physique, d'espace, alors qu'elles seront beaucoup plus timides, et que, voilà, il y a plein de choses. Et le fait de porter ça, ça m'a fait relativiser sur ce que ça veut dire, pourquoi. Parce que voilà, chacun a des raisons différentes de
s'habiller comme on le fait. Bel exemple, belle réflexion, effectivement. Voilà, je vois naître chez Marine et Catherine, voilà, pourquoi pas l'Iran, peut-être pourquoi pas vous, la Mauritanie pour vous, Mélusine, et peut-être pour vous. Alors, je ne sais pas quelles seraient les destinations à venir ou anciennes, hein, mais peut-être que cet échange aura fait naître. Nous avons encore quelques instants pour en parler. Je ne sais pas, peut-être des questions sur justement la pertinence de cette question que nous avons posée ce matin, mais qui a donné lieu à des échanges très, très nourris, ou peut-être réflexion, ou peut-être souvenir, ou voilà, quelle que soit la nature de ce que vous souhaitiez nous transmettre à ces trois exploratrices. Alors, vous voyez, de haut vol quand même, hein, il faut le dire. N'hésitez pas, ce moment est là pour ça, si vous le souhaitez. Voilà, donc question, ou simplement témoignage même, hein, pour toute personne ayant voyagé, et peut-être s'étant posé cette question de, voilà, voyager en tant que femme, est-ce bien raisonnable ? Mais il semblerait que oui. Madame ? Alors, oui, je vais passer mon micro. Oui, merci. Juste une question sur le Pérou. Moi, c'est un pays que je voudrais visiter depuis longtemps. Je connais beaucoup de femmes qui sont allées, ou seules ou en groupe. J'étais beaucoup choquée par un article du Monde l'année dernière sur un phénomène que je méconnaissais, qui est qu'il y a des centaines de femmes péruviennes qui sont disparues, visiblement trucidées par les locaux. Et moi, ma conception du voyage, c'est effectivement pas le tour opérateur, le sac à dos et aller chez l'habitant. Et l'année dernière, j'avais rencontré sur le salon du tourisme nantais un organisme où on pouvait aller chez l'habitant. Et depuis, je suis dans le doute. Et je voulais savoir si on avait des informations sur ce pays et surtout l'explication, parce que le machisme en Espagne, je connaissais, mais au Pérou, non. Voilà. Moi, je peux pas m'exprimer, je ne connais pas la situation. En fait, le machisme est partout. Voilà, au Pérou, en Colombie, au Mexique, partout. Il est dans toutes les religions. Il n'y a pas une religion qui est épargnée. Donc le féminicide dont on parle là est beaucoup plus est assez présent en Amérique latine, puisqu'on en parle. Il est présent dans plein d'autres endroits dont on ne parle pas. Ça change. Ça change. C'est lent, c'est laborieux, mais ça change. Par contre, en tant que voyageuse, vous avez un statut un peu différent. Je pense, en tout cas mon conseil, serait qu'on peut partir. Au Pérou, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai traversé. Il y a des endroits qui sont plus dangereux. Il faut faire confiance aux populations sur place, mais avec aussi un peu de distance, hein, parce que souvent, ils vont être beaucoup plus près. Ils deviennent responsables de vous, les gens sur place. Donc, évidemment, ils vont tout faire pour que vous soyez en sécurité et donc vous dire non, il ne faut pas aller là. Mais il faut vous croire vous-même et être très à votre écoute de votre instinct. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est partez, mais toujours écoutez votre instinct, parce que votre petite voix, elle est très puissante. Et moi, je viens de Paris, donc je peux vous dire que même à Paris, on cultive cet instinct. Mais j'espère qu'à Nantes, c'est moins le cas, mais rentrer tard le soir, prendre le métro, on apprend en tant que femme à se déplacer et à suivre son instinct. Vous voyez, quand quelqu'un vient vers vous, la manière dont il se comporte, en fait, finalement, on sait, on sent beaucoup de choses. Il y a le pas de bol, ça arrive. Hein. Ça peut arriver à tout le monde, et donc ça, il y a des risques à partir, mais je crois vraiment qu'on est capable de sentir beaucoup de choses. Et il ne faut pas du tout hésiter à ne pas être poli, à dire non quand vous sentez que vous n'avez pas envie ou que la personne, elle ne vous convient pas. Mais partez. Voilà, un bon conseil de voyageuse.
J'ai voyagé en Arabie Saoudite dans le cadre professionnel. Et en fait, j'ai été chez des clients, j'étais la seule femme, donc avec 13 hommes pour présenter ma société et mes produits. Et puis après, ils m'ont invitée dans le désert. Et je suis partie avec le gars dans le désert, à 30 km de Riyad. Il faisait noir total. Je suis arrivée dans une ferme. Et j'étais pas très rassurée. Parlez bien en face du micro. J'étais pas très rassurée, en fait. Et arrivée dans la ferme, il y avait plein d'hommes autour du feu qui blaguaient les uns, beaucoup des hommes vieux. Puis après, il y a un Libanais qui est arrivé et une Française et un Français qui travaillaient à l'ambassade. Mais je dois dire quand même qu'il y a un moment, j'ai douté, quoi. Dans le noir total, à 30 km de Riyad, j'étais sans téléphone. Personne ne savait où j'étais, quoi. Voilà. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait et j'ai passé une très bonne soirée. Oui, c'est vrai que quand on part dans des zones, justement, moi, ça m'est arrivé en Iran. De partir dans le désert avec 2 mecs qui m'avaient proposé de partir. Et parfois, dans certains moments, on dit oui. Puis quand on y est, on se dit je suis pas en train de faire une connerie là. Qu'est-ce que je vais faire dans ce caravansérail avec ces 2 mecs, personne d'autre? S'il y a le moindre problème, ils peuvent me laisser pour morte, personne ne le saura jamais. Mais en effet, je te rejoins énormément sur cette question de l'instinct. On le sent ou on le sent pas. Et souvent, enfin, nous, même en Mauritanie, quand on ne l'a pas senti, c'est là, et qu'on s'est dit, bon, allez, on y va quand même, c'est là qu'on a eu des problèmes. Et puis, il y a l'instinct et puis aussi un réflexe de survie. Tout d'un coup, on va faire quelque chose, on va mettre en place un comportement, une parole, un geste pour se sauver, qui n'a rien à voir avec la personne que l'on est. Mais ouais, c'est une façon de louvoyer dans la situation périlleuse. Par exemple? Moi, je sais que ça m'est arrivé de dormir chez des gens et j'avais contre la porte tout plein de trucs en équilibre avec des choses qui pouvaient faire du bruit si jamais la porte s'ouvrait. En fait, c'est comme quand on raconte des histoires aussi. Moi, tout d'un coup, à certains moments, j'avais 3 enfants. Hein. C'est fait partie de l'instinct. Hein. On crée des trucs qui vont faire il faut faire beaucoup d'éthologie. Quand vous voyagez, vous voyez comment les hommes et les femmes se comportent. Il faut essayer de se calquer à ça. Ça ne veut pas dire nier ce que vous êtes, mais c'est S'adapter. S'adapter, oui, à la situation. Et justement, parce que, comme on en parlait avant, parfois on envoie des faux messages. Et donc, il faut essayer de toujours rappeler que non. Le non. Et encore et encore. Oui. Donc c'est vrai que souvent le voyage n'est pas de tout repos. On est vraiment tout le temps, oui, mais mais ne pas partir, ce serait pire. C'est pas possible. En fait, il y aurait trop de regrets. C'est pire de ne pas partir. Donc, Très bien. Madame, alors on va vous passer le micro. Moi, j'ai une question qui n'est pas spécifiquement liée au féminin, mais qui fait écho à des choses que vous avez dites par rapport à la langue de l'autre. Vous avez traversé, par exemple, l'Iran, l'Asie centrale. Vous aviez des bribes de la langue de l'autre. Avec quels mots vous fonctionnez? C'est une très bonne question. Ouais. Nous, Alors, on n'a pas eu le temps d'apprendre l'arabe, enfin plus précisément le hassania en Mauritanie. Mais donc on avait un guide interprète dans notre cas. Après, bon, dans les pays où on peut parler anglais, on va parler anglais. Moi, je parle couramment espagnol aussi. Toi, non, et puis on trouve et toujours on trouve des moyens de communiquer. Notamment, nous, on était partis sur les traces de ces 2 aventurières qui non seulement ont écrit, mais ont dessiné. Et donc, on se servait on voyageait avec un gros sac avec leurs livres et la galère. Et on montrait les dessins à ces femmes. Et évidemment, heureusement que le guide interprète était là pour après nous dire, mais on les voyait se mettre à sourire, à rire en disant c'est incroyable ces coiffures qu'elles ont dessinées dans les années 30-40, c'était les coiffures de nos grands-mères, etc. Et donc le lien se faisait comme ça. Et puis le lien se fait aussi, alors évidemment on ne peut pas avoir une discussion, mais par le regard et puis aussi le partage.
le partage d'un thé, le partage d'un repas, vivre avec les personnes, nous préparer une natte par terre, nous participer, leur proposer de cuisiner avec elles. Ça, c'est une forme de langage. Après, oui, dans l'idéal, ce serait de parler la langue, bien sûr. Oui, et puis par les gestes avec les femmes, une femme qui vous dit au revoir en vous prenant les mains, en les mettant contre son cœur, voilà, ce sont des choses qui se passent de mots, finalement. Oui, on peut dire beaucoup de choses sans les mots. Et puis après, on devient créatif, des dessins, des mimes. Moi, je sais que j'avais toujours, en tout cas, au moins des mots de bienvenue. De bonjour, merci, dans mon cas, essence, parce que j'en ai besoin, mais à gauche, à droite. Mais c'est bien d'avoir, en tout cas, les mots de chaque endroit où on va, par politesse. Après, on se débrouille. Mais on peut se passer de mots à certains moments. Alors, on va passer le micro en fond, puis après vous, madame. Merci. Oui, excusez-moi. Je rebondis sur votre transport de livres. Est-ce que vous avez des conseils pour voyager léger ? Alors, je pense que Catherine est la spécialiste. Elle va vous donner des bons conseils. C'est une catastrophe. Non, alors nous, en effet, on a essayé de faire le plus léger possible. On est parti avec un sac à dos de 60 litres pour 2 mois. Mais on avait ce sac rempli de livres, des livres tellement lourds. Et c'était à qui allait se le traîner. On se le repassait un peu. La patate chaude. C'était le boulet, quoi. Sur le chameau. En plus, évidemment, Malines, on avait pris un tote bag, un gros truc. Donc, sur le chameau, il fallait l'accrocher. Le truc tombait. Les livres, c'était partout. Non, c'était vraiment la plaie. Donc, on ne va pas vous donner des conseils. Après, je pense que ça se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que le premier voyage avec un sac à dos, on emporte beaucoup de choses en se disant qu'on va jamais... qu'il va nous manquer plein de trucs. Et finalement, on se rend compte qu'on a utilisé peut-être un quart des vêtements qu'on avait emportés. Et après, la fois suivante, on en prend un petit peu moins. Et puis après, on prend quasiment plus rien. On prend 2 t-shirts et un short. Et on se dit, selon le pays, un pantalon long et des manches longues. Et on se dit qu'on lavera et on trouve toujours. Alors pour nous, dans le désert, c'est un peu compliqué d'avoir le génie sans frotter et un évier. Mais encore une fois, c'est pas grave, on trouve des solutions. Oui, et puis on a fini par tout laisser. Voilà, oui, les vêtements. Ouais, en plus, nous, comme on avait déjà pris un peu trop, et donc on les laissait sur la route. Voilà. Bon, il y a la liseuse aussi, pour les livres. Si vous avez envie de porter beaucoup de livres, ça change quand même beaucoup la vie de ceux qui lisent. Ça prend pas trop de place. Moi, en conseil pratique, je dirais, maintenant je pars avec 3 t-shirts en mérinos. Ça a le mérite de moins sentir fort. Parce que oui, moi, c'est pareil, je lave juste les dessous de bras. Parce qu'il faut y aller. Et puis on a 3 culottes et on se débrouille. L'avantage d'être seul, c'est qu'on n'incommode que soi-même. Et après, voilà, il y a des petites astuces, du shampoing solide. Voilà, il y a des tas de petits trucs qu'on peut quand même réduire. Et on apprend à se délester de ce dont on n'en a pas besoin en voyageant. Et ne pas non plus se dire c'est tel type de valise qu'il faut. Il y a des choses qui vous font plaisir aussi à vous. Un truc de confort qui peut être rien du tout. Alors moi, c'est très futile, mais par exemple, ça me fait du bien quand ça va mal de mettre du mascara. Bon, alors là, la greluche totale. Mais quand ça allait mal dans le désert, que c'était un peu compliqué et tout, du coup, le matin, je mettais du mascara, j'avais l'impression d'être un peu plus fraîche. Voilà. Donc, c'est des petits détails, ça prend pas de place, un tube de mascara. Et moi, ça me fait du bien au moral de temps en temps. C'est ça, on a chacun nos trucs. Voilà, et il y a d'autres jours, ce sera d'autres choses peut-être moins futiles. Mais en l'occurrence, ne pas non plus aller vraiment à l'essentiel et de se dire constamment mince, j'aurais dû prendre ça, mince, j'aurais dû prendre ça. Et il y a plein de choses qui prennent très peu de place. Moi, je suis obsédée par l'oreiller. J'ai besoin d'avoir un oreiller qui sente bon, c'est mon oreiller, et puis il faut que j'ai quelque chose. Et donc, il y a des petits oreillers à mémoire de forme qui se roulent et qui prennent ça dans le sac à dos. Et c'est fabuleux, quand ils se dégonflent, c'est le vrai petit oreiller. Alors, quand on dort par terre, chez les gens, là où c'est un petit peu pas toujours très, très propre, ou dans le désert par terre, on a quand même son petit oreiller. Ça, c'est mon truc. Mais voilà, on a chacun nos petits trucs.
Alors, je vous interromps peut-être, mais on va prendre une toute dernière question parce que nous devons avancer. Et puis après, s'il y a des trucs pour voyager léger, pour voyager maquillé, ou pour toute autre raison, je vous inviterai vraiment à rejoindre les 3 autrices à la librairie où vous allez dédicacer vos ouvrages respectifs. Et là, vous pourrez poursuivre la conversation. Dans l'immédiat, une question de madame qui va donc clore les échanges. Alors, plus qu'une question, c'était un témoignage, une façon par rapport aux langues du pays où vous voyagez. Moi, j'ai l'expérience moi-même et surtout des amis de voyager énormément avec l'espéranto. Et c'est une langue universelle, c'est une langue équitable. Et du coup, moi, j'ai commencé pas depuis longtemps, donc je n'ai pas encore fait de grands voyages. Mais je connais beaucoup de gens qui ont fait pratiquement le tour du monde, sont allés en Asie, sont allés en Afrique. Et c'est logique qu'on ne peut pas contacter tout le monde, parce que ce n'est pas tous qui parlent espéranto, malheureusement. Mais pratiquement partout, il y a quelqu'un qui parle. Donc, si on prévoit un petit peu à l'avance ou même sur le chemin, on contacte le club espérantiste du lieu et on trouve toujours des gens qui hébergent, des gens qui conduisent à voir les choses. Et on a vraiment l'expérience du pays de l'intérieur. Et après, je suis très d'accord avec toi d'apprendre quelques mots de politesse de la langue. Merci, bonjour, bonsoir, et comme ça. Mais on peut avoir vraiment, pas seulement une relation superficielle, mais au moins avec quelqu'un du pays, parler vraiment en profondeur. Et aussi, s'il y a des problèmes, et avoir vraiment un appui. Et ça, c'est précieux. Donc, je voulais simplement porter ce témoignage. Si vous êtes intéressé à apprendre cette langue qui est très très facile en plus. Voilà, donc conseil d'une voyageuse à d'autres voyageuses. Merci madame pour ce témoignage. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute et merci infiniment à Catherine Fay, à Marine Sande-Clémente et à Mélusine Malender pour être venues partager avec nous leur expérience. Encore une fois, cet échange peut se poursuivre au sein de la librairie où vous allez pouvoir les retrouver dans quelques instants. Merci beaucoup à toutes les 3. Merci Christelle. Merci. Merci à vous.